Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de la philo qui gratte concernant aujourd'hui le temps. Alors, vous imaginez bien que c'est un thème compliqué, donc j'ai décidé de faire plusieurs petits chapitres assez courts pour poser les méninges. Alors, on va commencer par un petit chapitre concernant le temps en tant que notion primitive. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par notion primitive? Il faut entendre ce que Pascal voulait dire quand il disait que le temps était une notion primitive. Par là, il voulait dire que le temps s'intuitionne. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va venir après un long raisonnement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de démontrer, c'est pas quelque chose dont il faut faire l'expérience pour savoir ce que c'est. Souvent, c'est une notion première, hein, c'est une notion a priori. C'est-à-dire que, un peu comme va le dire Kant plus tard, on peut penser a priori, c'est-à-dire avant même d'avoir fait une expérience, que cette expérience, cette chose qu'on va expérimenter, de toute façon, elle aura lieu dans un cadre spatio-temporel. Autrement dit, c'est une évidence pour nous, quand on réfléchit, que tout ce qu'on va vivre, de toute façon, on le vivra quelque part, et à un moment, une époque bien précise. Voilà. Alors après, le problème, c'est que, en disant que c'est une notion primitive, ça n'empêche pas que si on essaie de définir ce que c'est que le temps, là, ça va être compliqué. Et ça donne naissance, bien entendu, à cette phrase de Saint-Augustin, hyper célèbre, mais très simple, en fait, qui dit, si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je le sais, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est évident. En revanche, une fois qu'on me demande, mais au fait, d'accord, mais c'est quoi exactement le temps? Alors là, arrivent les problèmes. Et là, je ne le sais plus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à expliquer précisément ce qu'est le temps. Tandis que je vis dedans, ça m'apparaît évident que tout ce que je vais vivre, de toute façon, je le vivrai dans un moment temporel. Mais quand il s'agit de définir temporel, quand il s'agit de définir moment, quand il s'agit de définir instant, ou encore mieux, le temps, alors là, c'est compliqué. Donc vous voyez, comme quoi toute cette idée-là s'enracine dans le fait que le temps soit une notion primitive. Et ce que je voulais justement un peu gratter aujourd'hui, c'est, eh bien, est-ce que c'est évident? Est-ce que cette évidence, elle est évidente? Est-ce que le temps est vraiment une notion primitive? Et vous avez quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui nous répond non. Le temps n'est pas du tout une notion primitive. C'est un des... Enfin, il y a pas mal de physiciens qui s'intéressent au temps, Rovelli, Klein, et monsieur Lachaiseray, monsieur Marc Lachaiseray, qui répond non. Moi, je ne considère pas que le temps soit une notion primitive. Alors, vous allez voir pourquoi c'est intéressant de savoir si c'est effectivement quelque chose qui est premier, qui est a priori, ou si ce ne serait pas quelque chose d'a posteriori. Alors, a posteriori, en philo, ça veut dire après l'expérience. Autrement dit, il faut avoir fait certaines expériences pour avoir une connaissance a posteriori. Par exemple, si je suis jamais allé au Brésil et que je dis a priori c'est un pays dangereux, ça marche. C'est-à-dire qu'avant même d'y être allé, j'ai l'impression, vaguement entendu, que c'est un pays dangereux. Si j'y vais et qu'effectivement je constate concrètement que j'ai eu peur, qu'il y a eu plein de problèmes de sécurité, etc., je pourrais dire a posteriori, c'est un pays dangereux. Hein. Après avoir fait l'expérience du Brésil, je considère que c'est un pays dangereux ou n'importe quoi, ou l'inverse, ou que c'est pas un pays dangereux, etc. Mais voilà, a priori, avant l'expérience, a posteriori, après. Or, M. Lachaiseray nous dit, non, le temps, ce serait beaucoup plus une notion a posteriori, et c'est important pourquoi? Eh bien parce que ça va tout changer. Ça va tout changer. Alors, il faut donc maintenant se demander comment le temps pourrait-il être une notion a posteriori. Eh bien, c'est pas très compliqué. Il peut l'être de plusieurs façons. Il s'agit simplement de voir ce qui, dans la vie commune, si dans les comportements qu'on a, ou si dans les expériences qu'on fait, on peut trouver des choses, se baser sur des choses qui
pourrait donner naissance à l'idée du temps. Alors, quelles sont ces choses? Eh bien, on a plusieurs possibilités. On a la simultanéité, la succession ou l'instantanéité. Autrement dit, hein, ces expériences que je fais, par exemple, de voir que différents moments se succèdent, hein, je vis quelque chose, puis bien entendu j'ai l'impression de vivre quelque chose après, puis après, ou que je regarde les différentes positions d'un mobile d'une voiture, je vois bien que les positions de l'objet se succèdent, ou l'expérience de la simultanéité, le fait de vivre quelque chose au même instant, ou l'instantanéité, c'est-à-dire j'ai l'impression que quelque chose, un événement, surgit à un instant T, et je vais parler de son instantanéité, bon, c'est-à-dire sur l'instant. Toutes ces expériences, on les vit quotidiennement. Et on peut imaginer qu'elles ont donné naissance au temps. Elles ont donné naissance à l'idée du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend les trois, l'idée de la succession, c'est bien le fait de vivre des moments qui vont se succéder, mais on peut dire qu'ils se succèdent dans le temps. C'est-à-dire que le moment 1, puis le moment 2, puis le moment 3, qui sont reliés, mais ils se déroulent bien dans un espace. Et c'est cet espace qu'on va appeler le temps. Donc ce cadre, si vous préférez. L'idée de simultanéité, c'est peut-être encore plus évident, au sens où on peut la traduire en disant qu'on vit des expériences au même instant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est évident que le temps dans lequel je vis l'événement, si j'apprends que l'autre, au même instant, il a vécu le même événement, c'est-à-dire que c'est simultané dans le temps, bien entendu. Je vais avoir l'impression que nos cadres sont exactement les mêmes. Même si la personne est très très loin, je vais penser qu'elle a vécu une chose dans le même temps que moi, exactement dans le même temps que moi. Et l'instantanéité, c'est l'idée que dans le temps et les choses qui s'y passent, eh bien, il y a on pourrait dire des points particuliers qui sont des instants où les choses surgissent. Hein, l'instantanéité de quelque chose, c'est instantané. Donc ça surgit bien, on a bien l'impression que ça surgit dans le temps. Ça va pas surgir hors du temps, il faut bien que ça surgisse quelque part. Et il semble que à partir de ces expériences, on a imaginé un cadre général, hein, où on a supposé un cadre général dans lequel ces expériences pouvaient se dérouler, et c'est ce cadre qu'on a appelé le temps. Alors, si on continue sur cette lancée de ce qui a donné naissance à la théorie du temps, il y a deux choses intéressantes à savoir sur la succession. Si on prend la succession au sens neutre, c'est le fait que certaines choses viennent après d'autres. Bon. Donc 1, 2, 3, une chose, puis une chose, puis une chose. Bon. En revanche, c'est intéressant d'analyser cette idée de succession parce qu'elle peut prendre trois formes qui me semblent assez différentes. Si on prend la succession au sens mathématique, la succession au sens mathématique, c'est celle qu'on peut voir sur une horloge quand on regarde comment les aiguilles avancent. Les aiguilles marquent la succession de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4. Or, cette succession, ou ces parties d'espace qui sont délimitées entre 1 et 2, entre 2 et 3 et 3 et 4, sont toujours les mêmes. Et en réalité, c'est le retour du même, puisque entre 1 et 2, il y a toujours soit 60 secondes, soit 60 minutes, comme entre 2 et 3. Et au niveau mathématique, on ne prend absolument pas en compte la différence de nature entre la première minute et la seconde. Donc c'est une suite, hein, une succession homogène alors,
on va dire, de longueur de temps ou de durée, ok, mais qui sont, au niveau mathématique, toujours les mêmes, qui sont toujours exactement mesurés de la même façon. En revanche, si vous prenez cette idée de succession au niveau physique, alors là, ça change complètement. Parce que, effectivement, on a un euh, qui est suivi par 2, qui est suivi par 3, qui est suivi par 4, mais au niveau physique, ça donne quoi? Là, on est obligé de prendre en considération la nature des choses, ça donne l'usure. Parce que, une fois que se sont succédés de multiples moments, on a un phénomène d'usure qu'on constate. Hein. Et là, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est non pas au niveau physique, mais au niveau, on va dire, biologique, voire spirituel, parce que cette succession mathématique neutre qui donne l'usure au niveau physique, qu'est-ce qu'elle donne au niveau biologique ou au niveau spirituel? Elle donne le vieillissement. Le vieillissement, c'est bien la constatation que se sont succédés énormément de moments dans ma vie, par exemple, mais que ces moments au niveau biologique, ils ont laissé une marque en moi. Alors, ne parlons pas au niveau spirituel. Et comment ça se traduit, cette succession de moments au niveau biologique? Comment elle se traduit, on va dire, mentalement? Eh bien, elle se traduit mentalement par l'idée que le temps a laissé une trace sur nous. Hein. On a l'impression qu'on a vécu le temps qui nous a fait vieillir. On a l'impression que c'est le temps qui nous a fait vieillir. Hein. On associe le vieillissement au temps. Bon. Donc vous voyez comment, soit on prend l'idée de succession toute simple et on dit que cette succession, il faut qu'elle se passe dans un milieu. Hein. Ça fait 1, 2, 3, mais non. On prend que c'est englobé par un milieu qui est le temps. Ou alors, au niveau de l'usure, on dit bah, c'est le temps d'usure d'une chose qui fait qu'elle s'oxyde et qu'elle roule, par exemple. Bon. Et c'est parce que il a succédé des moments qui ont fait que cette chose elle rouille. Hein. Elle n'a pas brûlé d'un seul coup. Et encore mieux, au niveau alors là, d'un être vivant ou au niveau d'un être humain qui pense lui-même, qui se regarde hein, vieillir, c'est-à-dire qui regarde les moments qui se succèdent en lui et qui a l'impression que ces moments ne sont pas du tout de la même nature, c'est-à-dire que le moment qui arrive à la fin de la succession, il n'est pas du tout de même nature, ou en tout cas il n'est pas vécu du tout comme le premier moment, et ça s'appelle, donc déjà ça s'appelle le vieillissement, mais par rapport à l'usure chimique ou physique, le vieillissement c'est le fait de se rendre compte hein, qu'on s'use. Bon. Et on a l'impression que c'est à cause du temps, à cause du poids du temps. D'ailleurs, on dit très bien que les personnes vivent beaucoup plus mal le temps qui passe et le poids des moments, ou le poids du passé, voire le poids de l'avenir, que les jeunes personnes. Donc, vous voyez comme quoi toutes ces idées, hein, elles se basent sur le phénomène de la succession, et toutes ces idées font penser que euh, soit avant, hein, c'est-à-dire qu'il englobe le phénomène de la succession, il y a quelque chose qu'on va appeler le temps, soit quand on constate les effets de cette succession en nous, on a une espèce de facilité à rejeter ça sur ce qu'on appelle le temps qui passe. Hein. Alors, dans les métaphores, on a soit le temps qui passe, soit le temps qui coule. Mais c'est bien l'idée que quelque chose qui ne dépend pas de nous influe sur nous et cause par exemple le vieillissement. Voilà sur quoi je voulais finir pour bien montrer comment à partir de phénomènes qu'on peut constater aussi bien au niveau mathématique, physique que biologique, voire spirituel, on a autant d'occasions de se baser là-dessus pour imaginer que tout ça, ça vient du temps. Alors, dans le prochain chapitre, on va se poser la question, est-ce que, effectivement, si le temps est a posteriori, quelles conséquences ça a sur sa nature, et est-ce que ce ne serait pas à cause de ça qu'on pourrait dire que le temps n'existe pas? Donc le chapitre 2, ça va être, est-ce que le temps existe, au sens où ça a priori ne dépend pas de nous et il est là, ou est-ce que, finalement, si c'est une construction, il n'existerait pas vraiment hein.
existera en tant qu'idée, mais en tant qu'idée, on va voir comment elle peut être produite, cette idée, etc. etc. D'accord, donc ça, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 2 la prochaine fois. Bye bye.